Et je vous propose de laisser la parole tout de suite au professeur Fabien Zoulim, qui intervient à distance. Bonjour, professeur Zoulim. Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Alors, on vous voit très bien, on a votre diaporama, vous avez la main en tout cas, et voilà, on va Ah, gérer tous les aspects techniques. Professeur parfait. Zoulim, alors une courte introduction, mais voilà, vous en parlerez mieux que moi. Donc, vous êtes le responsable de l'Institut hospitalo-universitaire des pathologies de Lyon et avec aussi de nombreuses autres casquettes. Ce que je voulais ajouter sur l'Institut hospitalo-universitaire, c'est que vous remerciez au nom des associations de patients que vous mettez autour de la table dans voilà, les travaux, dans la gérance de l'Institut hospitalo-universitaire. Et SOS Hépatite et Maladies du Foie est ravi d'être autour de faire partie de ces associations. On vous a sollicité par rapport aux questions qu'on se pose en tant qu'association de patients. La recherche clinique avance. On a aussi des voisins comme la Belgique qui lancent des consultations publiques sur des vaccins génétiques. Et donc, on vous sollicite aujourd'hui sur la recherche clinique dans les hépatites B et Delta. D'accord. Bah, écoutez, merci hein, pour l'invitation. Je suis désolé de ne pas pouvoir être en présentiel du fait d'un agenda un peu compliqué. Et effectivement, c'est vraiment pour nous euh, toujours un enjeu important de faire participer les patients dans nos programmes, qu'ils soient médicaux ou de recherche, pour vraiment in- intégrer la perspective des patients dans nos stratégies à plus long terme, puisque tout ce qui est fait est effectivement fait pour guérir les maladies du foie. Alors, je vais vous faire un petit état des lieux en ce qui concerne l'hépatite B et Delta sur bah, les perspectives de guérison. Euh, et donc, alors on va voir si ça passe. Euh, voilà. Donc, professeur Lustorati vous a fait un point déjà en introduction, mais sur un peu l'épidémiologie hein, des hépatites virales. Là, je vais me concentrer sur les hépatites B et delta. Euh, il y a eu un rapport extrêmement intéressant de l'OMS en début d'année 2024, il y a 6 mois environ, qui montre et confirme ce que l'on savait que les hépatites B demeurent un problème de santé publique mondiale, toujours en 2024. Donc, on est loin de l'éradication virale à l'échelon de la planète. Puisque vous voyez toutes ces zones les plus foncées, qui sont les zones où il y a plus de 8% de la population qui est porteuse de l'antigène HBS. Alors, quand on regarde le- les défis de santé publique, donc la prévalence de l'hépatite B dans la population générale en fonction des régions, vous voyez que l'Europe, on est toujours autour de 1% de la population. Et bien sûr, les, les points chauds sont dans l'Afrique subsaharienne et puis euh, l'Asie, hein, notamment les régions Asie-Pacifique. Et au total, on a toujours 254 millions de porteurs chroniques du virus dans le monde, donc plus que l'hépatite C, 50 millions, et a priori plus que le VIH. Donc il y a vraiment un fort besoin de s'intéresser aux hépatites B. Et vous allez le voir ici en termes de mortalité, les hépatites B à l'échelon mondial sont à l'origine de 1 million de décès par an, et les hépatites C environ 250 000 décès par an. Donc l'hépatite B vraiment reste un problème vraiment majeur de santé publique qui est complètement sous-estimé et finalement qui ne rentre pas dans le périmètre de nos décideurs et de nos politiciens. Euh,
le point important, et on vient d'en parler là dans les présentations précédentes, c'est comment on fait le lien aux soins. Vous voyez, quand on va juste regarder les chiffres globaux dans le monde, hein, ce sont les chiffres de l'OMS, euh, finalement, il y a seulement 13% des personnes infectées par l'hépatite B qui ont été diagnostiquées. Euh, et la couverture thérapeutique n'est que de 2%. C'est-à-dire qu'en seulement 2,6% des personnes infectées par le virus ont reçu un traitement dans le monde. Et parmi celles qui ont un diagnostic, puisqu'il y en a beaucoup qui ne sont pas diagnostiquées, on a vu, seulement 20% ont reçu un traitement. Donc on voit le travail énorme qu'on a à faire en termes de euh, rendre connue cette problématique des hépatites B dans la population générale, euh, accéder aux tests de dépistage et de diagnostic, et ensuite aller vers le soin pour qu'on puisse aller vers des stratégies de tester, traiter et guérir. Ça, c'est vraiment l'objectif à terme. Comme vous le savez, actuellement, on a des traitements par analogues de nucléosides qui sont administrés par voie orale, qui sont finalement efficaces, puisqu'ils permettent d'obtenir une virosuppression dans plus de 90% des cas et de prévenir l'évolution de la maladie si on intervient à temps. Et ça, c'est vraiment un enjeu important. Rien qu'avec les traitements actuels, même s'ils ne permettent pas d'éliminer l'antigène HBS qui permettrait d'arrêter les traitements. Donc on est lié à des traitements finalement de très longue durée et à vie, mais même avec ces traitements, si on intervient tôt, on va avoir un effet bénéfique, réduire l'incidence du cancer du foie. Et c'est pour ça dès maintenant, on devrait avoir des politiques beaucoup plus larges de dépistage de l'hépatite B. Donc l'objectif à long terme, hein, donc avec les traitements actuels, comme je vous l'ai dit, les analogues de nucléosides, les antiviraux comme le tenofovir, l'entecavir, on va réduire la charge virale dans le foie, réduire l'inflammation, mais on n'élimine pas complètement le réservoir viral, donc on est obligé de traiter à vie. Et donc l'objectif des recherches actuelles, avec des nouveaux médicaments, qu'ils soient par voie orale ou injectables, ou des nouveaux vaccins thérapeutiques, d'essayer d'obtenir une guérison fonctionnelle qui nous permettrait d'arrêter les traitements parce qu'on pourrait contrôler le réservoir viral dans le foie. Alors, il y a eu beaucoup de discussions euh, dans les années récentes sur finalement, lorsque les patients sont sous analogues de nucléosides, donc sous NUC, l'entecavir ou le tenofovir, euh, pourquoi, alors que tout se passe bien, pourquoi ne pas arrêter à un moment donné? Vous voyez le risque, donc c'est un jeu dangereux, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des remontées d'ADN viral et de transaminase et avoir des exacerbations sévères de la maladie. Donc ces arrêts de traitement ne peuvent se faire que dans des essais cliniques, et vraiment je le recommande, hein, de ne pas le faire de façon intempestive, en dehors d'essais cliniques, même sous la surveillance d'un médecin expert. Le cadre d'un essai clinique permet de s'assurer que la personne ne va pas louper une visite, ne va pas louper un contrôle et de pouvoir réagir en cas de remontée de la charge virale et des transaminases. Alors, je vais vous montrer ici justement un essai européen que nous menons et qui est soutenu par l'Union européenne, où on a une stratégie on compare trois groupes de patients qui sont traités par NUC depuis plus de 3 ans, qui sont en virosuppression, qui vont bien, et donc qui vont être randomisés pour soit être maintenus sous analogue de nucléosides euh, comme comparateur, soit arrêter les NUC et de regarder ce qui va se passer, parce que dans certains cas, on peut avoir des évolutions favorables à une perte d'antigène HBS. Et puis, dans le troisième bras, on ajoute un immunostimulant
donc un agoniste de TLR8 qui s'appelle le selgantolimod, avant l'arrêt du NUC. Et l'idée, c'est de pouvoir stimuler les réponses immunitaires avant l'arrêt du traitement pour voir si on va accélérer l'élimination virale. Donc ça, c'était ces cliniques. On a terminé le recrutement et donc on est en cours d'analyse. Je vais juste vous montrer deux situations qui peuvent se passer. Ici, vous avez donc dans cet essai clinique un patient qui a arrêté le tenofovir et quelques semaines après, on a vu une remontée de la charge virale alors qu'elle était complètement indétectable à plus de 9 logs, euh, une remontée de l'antigène HBS, une repositivation de l'antigène HBE et des transaminases qui sont montées jusqu'à pratiquement 1000 unités. Euh, et ce, vous voyez, malgré une réintroduction très rapide du tenofovir. Donc ça a mis beaucoup de temps pour obtenir une normalisation complète des transaminases et un contrôle de la charge virale. Donc c'est pour cette raison vraiment qu'il ne faut pas le faire de façon intempestive. Et c'est grâce à l'essai clinique qu'on a pu finalement avoir des visites très rapprochées et pouvoir redémarrer le tenofovir très rapidement. Ici, vous avez une situation plus favorable. Un patient était sous entecavir, on lui a donné le selgantolimod dans le cadre de l'essai clinique, et donc on a arrêté le traitement. Il y a eu un rebond de charge virale, une petite montée de transaminase, une réaction inflammatoire et immunitaire, et qui a été suivie par une élimination de l'antigène HBS. Donc une guérison fonctionnelle qui s'est maintenue. Donc, vous voyez, et donc on va voir maintenant, dans le cadre de l'essai clinique, si bien sûr cette stratégie avec la stimulation des réponses immunitaires est intéressante ou pas sur le plan statistique. Donc ça, les études sont en cours. Alors bien sûr, il y aura des études extrêmement poussées des biomarqueurs viraux dans le foie, et des biomarqueurs dans le sérum pour savoir si on peut prédire au moment de l'arrêt l'évolution du patient et savoir si on va aller plutôt vers une réactivation qui va nécessiter un retraitement immédiat ou bien vers l'élimination de l'antigène HBS. D'où l'intérêt de ces recherches cliniques. Alors, comme vous l'a dit le professeur Lustorati, les recommandations thérapeutiques actuellement sont assez conservatives puisque on est les traitements sont indiqués pour des maladies actives avec un risque important de progression de la maladie hépatique à court terme, donc une charge virale élevée, des transaminases élevées, pour le faire simple. Mais il y a une poussée de la communauté médicale, en tout cas des experts, pour aller plus loin et traiter plus de patients et plus tôt. L'OMS, dans ses recommandations de cette année, va dans ce sens-là, d'élargir l'éligibilité au traitement, notamment chez les patients qui ont une fibrose significative, basée sur des tests non invasifs, et ce, indépendamment de la charge virale et des transaminases. Donc ça, c'est un progrès énorme, de pouvoir traiter les patients qui ont une charge virale supérieure à 2000 et des transaminases élevées, quelle que soit la fibrose, et puis de discuter des traitements antiviraux dans des situations particulières, les co-infections virales, les antécédents familiaux de cancer du foie ou de cirrhose, et bien sûr les traitements immunosuppresseurs et les comorbidités, vous avez entendu parler du foie stéatosique. Et puis, ils ont aussi élargi pour les zones géographiques d'hyperendémie où on n'a pas forcément accès aux tests d'ADN viral. Si l'antigène HBS est positif et que les transaminases sont anormales de façon persistante, il y a possibilité d'initier un traitement antiviral. Alors, il y a aussi la discussion de traiter le plus tôt possible, même chez les patients qui sont en phase d'immunotolérance, c'est-à-dire des patients qui ont une charge virale élevée, mais des transaminases normales, parce qu'on a vu que, pour le faire simple, le message, c'est que des études récentes ont montré que le traitement par analogue de nucléosides, donc entecavir ou tenofovir, diminue les phénomènes d'intégration virale, donc ce qui est peut-être à l'origine, à long terme, des processus cancéreux.
Donc, du coup, c'est un argument très fort pour dire qu'à partir du moment où on a une charge virale élevée, de pousser vers le traitement, puisqu'il y aura beaucoup moins de phénomènes d'intégration et moins de risques de transformation cancéreuse à long terme. Alors, mais qu'en est-il maintenant des nouveaux traitements? L'objectif, comme vous savez, c'est enfin avoir des traitements qui seraient de courte durée et qui permettent d'éliminer l'antigène HBS de façon stable, ce qui fait qu'on pourrait arrêter ces traitements. Et donc, c'est vraiment l'objectif de toutes ces recherches actuelles. Et pour cela, il faut dire qu'on a euh, un grand nombre de traitements qui sont en émergence, qui sont dans des phases d'essai en laboratoire et maintenant en essai clinique. Alors, je ne vais pas vous donner en détail tous ces médicaments qui sont à l'étude, mais il y a des médicaments qui ciblent le virus, donc la multiplication du virus dans la cellule infectée dans le foie. Donc, ça va de l'inhibition de l'entrée virale, le ciblage du réservoir viral dans la cellule, et puis le ciblage de la production du virus à partir du réservoir viral. Donc, toute une série de cibles et de médicaments qui sont actuellement en essai clinique. Et puis, on a aussi des médicaments qui visent à stimuler les réponses immunitaires, donc qui peuvent être des réponses immunitaires innées, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais aussi des réponses immunitaires adaptatives spécifiques du virus de l'hépatite B, dont notamment des vaccins thérapeutiques. Alors, vous voyez ici les grands mécanismes, hein. Donc, on a des médicaments qui vont inhiber la multiplication du virus, inhiber la production d'antigènes viraux, et d'autres qui vont aller stimuler les réponses immunitaires. Donc, la grande question, c'est de savoir comment on va pouvoir combiner ces traitements au mieux pour pouvoir avoir des taux de succès optimisés. Puis, il y a des traitements de l'avenir qui sont d'aller faire de la thérapie génique sur le réservoir viral, sur le cccDNA et les formes intégrées. Et donc là, il y a des études qui vont démarrer en phase 1 pour modifier le génome du virus de l'hépatite B. Et puis d'autres traitements qui visent à modifier les réponses immunitaires du patient infecté, euh, là aussi par la thérapie génique, pour les rendre efficaces pour tuer les cellules infectées. Donc ça, c'est des études qui vont démarrer en phase 1 très prochainement. Alors, le développement de médicaments, c'est compliqué, on l'a vu dans l'hépatite C, euh, on le voit aussi dans l'hépatite B. Ben, depuis 7 ans, donc, il y a eu quand même des échecs, donc un certain nombre de molécules qui ont été arrêtées du fait soit d'une efficacité pas suffisante, soit d'effets secondaires. Donc ça fait partie malheureusement du développement des médicaments. Donc ça, c'est frustrant pour les médecins, mais aussi pour les patients. Mais à côté de ça, on a l'espoir d'une guérison fonctionnelle, puisqu'il y a des nouvelles molécules qui avancent bien. Comme vous le savez, il y a une molécule qu'on appelle antisense qui va bloquer de façon spécifique l'expression du virus de l'hépatite B, qui s'appelle le bepirovirsen, qui est développé par GSK, qui a montré des très beaux résultats en phase 2 et qui est maintenant en phase 3, hein, donc 2 études mondiales qui sont en cours. Donc, on espère des résultats dans 1 an. Et je vais vous en montrer des petits résultats. Et puis, on a des essais de phase 2 qui combinent des analogues de nucléosides, des siRNA et de l'interféron pégylé, là aussi avec des résultats intéressants, et des nouveaux inhibiteurs de capsid, des nouveaux vaccins thérapeutiques. Donc, il y a une recherche très dynamique, et on a vu des résultats là au dernier congrès américain du foie il y a 15 jours qui montrent ce dynamisme qui confirment que la guérison fonctionnelle est en vue. Alors, le bepirovirsen, donc l'antisense
de GSK est vraiment intéressant parce qu'il cible à la fois le virus de l'hépatite B, mais aussi stimule les réponses immunitaires dans le foie. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et donc, il a un double mode d'action. Et donc, il a été montré donc, dans les études de phase 2, quand on regarde l'histogramme, que 24 semaines après l'arrêt du traitement, qui durait 24 semaines par administration sous-cutanée une fois par semaine, on avait entre 12 et 14% des patients qui avaient éliminé l'antigène HBS, donc avec une durée donc, de 24 semaines. Donc c'est quelque chose quand même très intéressant et on espère atteindre dans les 7 phases 3 au moins 20% de patients qui pourraient, 20 à 25% de patients donc, qui pourraient éliminer l'antigène HBS et avoir une guérison fonctionnelle et pouvoir arrêter leur traitement antiviral, tenofovir ou entecavir. Alors, il y a eu aussi un antisens extrêmement intéressant, encore plus efficace que celui de GSK, qui a été montré au Congrès américain il y a 15 jours, développé par une compagnie chinoise et qui a montré des baisses d'antigène HBS après seulement 12 semaines, extrêmement impressionnantes, de 3 à 4 logs, et avec des pertes d'antigène HBS qui allait avec la dose optimale jusqu'à 69%. Alors bien entendu, c'est des données sous traitement à 12 semaines. On attendra les données après arrêt du traitement parce que bien sûr l'enjeu c'est de savoir si la réponse va se maintenir. Mais là c'est extrêmement intéressant parce que c'est beaucoup plus performant encore plus performant que l'antisense de GSK. Donc mais ça demande à être confirmé, bien entendu. Donc, on a besoin de recherche clinique, bien entendu, pour cela. Donc, je vous ai dit aussi qu'il y a des combinaisons, en plus des analogues de nucléosides, des siRNA, oh là là, ça passe tout seul, siRNA plus interféron ou un vaccin thérapeutique, je le fais simple, des données montrées à la SLD aussi, donc siRNA plus interféron en plus de tenofovir ou entecavir, 25% des patients maintiennent une perte de l'antigène HBS euh, un an après l'arrêt du traitement. Donc c'est extrêmement intéressant parce que là, il y a eu plusieurs études avec le même design d'études qui vont dans le même sens. Donc on voit que petit à petit, on obtient des pertes d'antigène HBS chez les patients avec des combinaisons thérapeutiques. On a aussi des inhibiteurs de capsid, donc qui sont un peu en amont là, dans les essais cliniques, qui montrent qu'on peut avoir des diminutions d'antigène HBS, d'antigène HBE, d'ARN viral avec une molécule orale. Et donc là aussi, cette molécule d'aligos est en train de progresser en phase 2. Et puis, je vous ai dit un mot là sur la thérapie génique pour cibler le réservoir viral, donc le cccDNA et les formes intégrées. Donc là, donc des essais cliniques de phase 1 qui vont démarrer en 2025 parce qu'il y a eu des études précliniques en culture cellulaire et chez l'animal qui montrent des résultats extrêmement intéressants. Alors bien entendu, c'est des grands défis hein, par rapport à ce type d'approche, mais ça peut ouvrir des perspectives très intéressant. Pour l'hépatite delta, comme vous le savez, on a le bulivertib, qui est une molécule qui bloque l'entrée du virus de l'hépatite B et de l'hépatite delta. Il y a d'autres stratégies qui sont en essai clinique, mais on n'a pas le temps d'en parler. Pour vous rappeler que dans le cadre de l'hépatite delta, on a une cohorte en France qui s'appelle Bullet Delta qui va être élargie à tous les patients delta euh, très prochainement. Pour l'instant, elle regardait les patients sous bulivertide. Et ici, vous avez les résultats qu'on a présentés à l'EASL, où on regarde après arrêt du traitement par bulivertide seul ou en combinaison avec l'interféron. Finalement, on arrive 2 ans après arrêt à voir environ la moitié des patients qui maintiennent une charge virale indétectable s'ils avaient eu une charge virale complètement indétectable à l'arrêt. Donc, c'est des espoirs un espoir finalement de pouvoir avoir un traitement à visée curative.
Et puis, l'essai clinique de Gilead, présenté à l'EASL aussi, qui montre qu'en combinaison avec l'interféron, le bulévirtide permet d'avoir une élimination virale qui est maintenue pendant 1 an après l'arrêt de la combinaison chez à peu près 50% des patients. Donc là aussi, un espoir de traitement à durée courte euh, pour pouvoir éliminer le virus. Mais ça va devoir être confirmé sur des études à plus large échelle. Donc l'objectif vraiment de toutes ces recherches qui sont faites au laboratoire et la recherche clinique, que ce soit des essais cliniques ou des études de cohorte, c'est vraiment de pouvoir arriver vers la guérison fonctionnelle et prévenir le carcinome hépatocellulaire. Alors, dans le cadre de l'Institut hospitalo-universitaire des pathologies, nous nous intéressons bien sûr à tout cela pour aller vers je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment de la recherche intégrée qui va de la recherche fondamentale à la recherche clinique pour aller vers une médecine de précision pour augmenter les taux de guérison de l'hépatite B. Et donc, puisqu'on a encore beaucoup de questions ouvertes sur des biomarqueurs, sur des nouveaux traitements, et puis bien sûr, sur le plan clinique et de la santé publique, c'est d'aller vers le dépistage, l'accès aux soins, travailler sur les trajectoires de soins en incluant les aspects de sciences humaines et sociales. Et pour cela, on a besoin d'impliquer, travailler avec vous, avec les patients et les associations de patients. Et on a des atouts pour cela, puisqu'on a des associations de patients et des institutions ou sociétés savantes qui nous permettent de faire de la recherche et faire progresser les approches thérapeutiques dans le domaine de l'hépatite B. Et je tiens à vous remercier pour votre attention, puis tous mes collaborateurs à l'Institut des pathologies de Lyon. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Zoulim. Alors, je ne vais pas vous le refaire, hein, donc je vous dis place aux questions maintenant. Alors, je ne vois plus Fabien, mais bravo Fabien et merci pour cette présentation sur le VHB. C'est Véronique à l'appareil. Oui, alors je t'entends. Tu m'entends? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Je ne sais pas. C'est peut-être une histoire avec le partage d'écran. Je voulais vraiment te féliciter et de vive voix pour l'IHU, parce que je trouve que c'est une démarche énorme, un challenge et aussi énormément de travail, mais bravo. L'autre élément, c'est... Est-ce que tu m'entends là ? Oui, parfaitement. L'autre élément, il est plus général sur l'hépatite B. On parle maintenant de guérison fonctionnelle. Avec les nouvelles molécules, avec différents modes d'action des différentes molécules, les immunostimulants associés, on revient à l'interféron, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu penses, toi, qu'à terme, avec ta thérapie génique que tu mets en place, tu arriveras à une guérison tout court du virus de l'hépatite B et surtout qu'on a aussi de l'ADN intégré, hein, comme tu l'as très justement dit, on n'a pas que du cccDNA, on a aussi de l'ADN intégré. Voilà, ma question, voilà. Alors, si tu veux, je pense qu'il y a un des points extrêmement intéressants. Bien sûr, on est toujours, on reste un peu soucieux quand on voit des stratégies où il y a où il y a de l'interféron. Mais je crois qu'il faut quand on voit ces combinaisons de siRNA plus interféron, mais je dirais qui amène quand même à 25% de guérison fonctionnelle dans plusieurs essais cliniques avec plusieurs siRNA. Je pense que ça, c'est intéressant. Et il faut le voir un peu comme une étape vers des combinaisons plus efficaces qui pourront se passer de l'interféron à terme. Mais l'idée, c'est de progresser. Et si on peut, dans un premier temps, déjà avoir 25% de guérison fonctionnelle, c'est déjà, même avec de l'interférence, c'est déjà très bien, c'est une première marche. Après, bien sûr, l'objectif sera d'éliminer l'interféron des combinaisons.
ce qui est intéressant, c'est avec les antisens. L'antisens de GSK, donc qui est en phase 3, c'est qu'il a un double mode d'action, c'est-à-dire qu'il est antiviral et il stimule les réponses immunitaires dans le foie. Et ça, je pense que c'est un intérêt majeur. Donc ça nous évite, du coup, la combinaison avec l'interféron. Et on va voir si l'antisens de l'entreprise Osper Bio qui est chinoise va faire mieux, et ça serait vraiment passionnant et intéressant pour nous. Ensuite, parce qu'on n'aurait pas besoin d'interféron. Et si on obtient des 30% de guérison fonctionnelle, on serait vraiment ravis, et peut-être plus, hein, on va voir. Maintenant, avec la thérapie génique, il faut être très précautionneux. Donc, effectivement, là, on cible spécifiquement le génome viral. Donc, c'est ça le point important. Pour l'instant, on en est à de la preuve de concept expérimentale. On sait qu'on peut cibler le CCC-DNA et l'intégration. Donc, on peut cibler les deux. C'est ça qui est intéressant avec ces approches qui viennent du ciseau génétique, hein, anciennement CRISPR, et maintenant le CRISPR-Cas9, c'est même déjà obsolète, hein. C'est des nouvelles technologies qui font vraiment, on réécrit le génome. Donc, on change une lettre, finalement, du génome, pour le rendre incompréhensible, si vous voulez, et de façon spécifique. Maintenant, bien entendu, il y a toujours des inquiétudes sur est-ce qu'on ne va pas aussi modifier le génome humain. Mais là, pour l'instant, toutes les données sont très favorables, mais il va falloir y aller vraiment progressivement. On ne pourra pas éliminer, je ne pense pas, hein, le génome du virus complètement. Par contre, il sera là, mais complètement muet. L'idée, c'est de le rendre muet. Et donc, plus du tout agressif, à la fois sur les formes intégrées et sur les formes épisomales, donc le réservoir du virus. Merci beaucoup. Oui, Éric Saillard. Je voulais parler de l'élargissement des indications du traitement de l'hépatite B. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une certaine prudence chez un certain nombre de patients compte tenu du profil psychologique, d'adhésion au traitement ou même d'accessibilité de patients qui sont par exemple des migrants qui vont retourner dans leur pays et avec un risque justement de réactivation du virus? Oui. C'est une très bonne question. Quand on voit, c'est pour ça que j'ai montré ces profils de patients quand on arrête les traitements, et s'ils ne sont pas surveillés, ça peut arriver à des problèmes majeurs. Je crois que l'idée, si vous voulez, c'est de dire qu'il faut qu'on soit capable qu'on ne soit pas restreint sur des critères trop restrictifs dans nos indications de traitement médical. Après, le démarrage du traitement, il se fait à l'échelon individuel. Donc, c'est là où la relation médecin-patient est extrêmement importante, puisque effectivement, si une personne, pour des raisons personnelles, doit partir, ne peut pas avoir une continuité d'accès au traitement, ça doit rentrer bien sûr en compte dans la décision, hein. Mais l'idée, c'est de pouvoir, si on pouvait déjà traiter plus de personnes, parce qu'on voit des patients qui ont des charges virales élevées, mais des transaminases normales, ils ne rentrent pas dans les indications. Donc, et après, le risque il va se payer 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard par un risque de cancer du foie. Justement, Fabien, Pascal Mélin, pour répondre exactement à ce que tu viens de dire, quels devraient être les patients reconnus en ALD aujourd'hui pour une hépatite B? Et on voit bien que beaucoup de patients n'ayant pas ALD, ça tilte pas, quoi. Je ne suis pas malade puisqu'on ne m'a pas pris à 100%. Toi, en tant qu'expert, tu mettrais le cut-off où pour que ces patients-là rentrent au moins dans une prise de conscience de « je suis reconnu, je suis en ALD pour mon hépatite B ». Une question piège. Non, mais si tu veux, moi je pense qu'un porteur inactif devrait être en ALD. Parce qu'il doit avoir une surveillance continue à vie.
Même si au temps T, il n'est pas traité. Par contre, il doit avoir une surveillance de sa charge virale et des transaminases et de l'alpha-fetoprotéine et de l'échographie tous les 6 mois. Alors, Et ça, j'adore ta réponse parce que c'est une revendication qu'on avait sur les hépatites depuis une dizaine d'années, qui a été parfois mal perçue par un certain nombre d'hépatologues, y compris de gens de renom. Et pour autant, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'à proposer le remplissage qu'est-ce qu'on met dans la feuille d'ALD. Vous êtes en ALD, pourquoi? À quoi doit s'engager le médecin? Et je pense qu'on reviendra peut-être vers toi ou vers certains pour dire l'ALD pour tous les patients porteurs de l'antigène HBS, mais avec quoi dans les objectifs de surveillance? Parce que tu vois, pour moi, cette surveillance du portage inactif, qui finalement est finalement un problème, c'est la plupart des patients qui sont migrants. Alors après, il y a différents types de migrants, hein, mais je dirais même des personnes qui sont installées en France, qui sont originaires d'Asie, d'Afrique ou autres, qui n'ont pas un statut social stable ou des revenus suffisamment corrects, ne peuvent pas finalement avancer les frais d'une prise de sang, d'une échographie. Et donc, pour moi, c'est insupportable. Parce que du coup, c'est des raisons pour lesquelles ces personnes ne vont pas faire leur suivi tel qu'on souhaiterait qu'il soit fait. D'où des risques de réactivation virale qui ne seront pas monitorés et pas perçus à temps, et donc des initiations de traitement retardées ou passées complètement à la trappe parce que les patients ne reviendront pas, puisqu'ils n'ont pas les moyens de se tester. Et pour moi, c'est évident que les porteurs inactifs doivent être dans la LD. C'est voilà, enfin, c'est très clair pour moi. Ouais. Merci beaucoup, professeur Zoulim. Comme à chaque fois, le temps joue contre nous, mais on va laisser quelques secondes à notre référente vaccination et hépatite B, Carmen Adé, qui est à distance, qui souhaite vous poser une question. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler aux personnes qui sont à distance, n'hésitez pas, même si on court après le temps. Oui, bonjour, vous m'entendez? C'est parfait, Carmen. Très bien, très bien. D'après ce que vous dites, les porteurs inactifs, ils sont donc jamais éligibles à un traitement? Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le porteur inactif, alors il y a plusieurs situations. Si son virus réactive, remontée de la charge virale et des transaminases, il va être éligible. Donc c'est bien l'objectif du suivi, c'est de pouvoir dépister la réactivation et de pouvoir le traiter immédiatement s'il réactive. Deuxièmement, s'il développe un nodule dans le foie, qu'on puisse le prendre en charge immédiatement et pas quand il a une tumeur de 10 cm. Ensuite, dans le portage inactif, il y a plein de situations qui sont finalement pas clairement définies dans les recommandations actuelles. Alors j'espère qu'elles vont évoluer dans le bon sens. Par exemple, une personne qui a une charge virale au-dessus de 2000 et des transaminases normales ne rentre pas dans les indications. Donc il est dans la zone grise. Pour moi, c'est une indication de traitement et je vous le dis, je traite hors recommandation des sociétés savantes. Pour moi, une personne qui a des charges virales supérieures à 2000, transaminase normale, doit être traitée. Et ça, c'est sur la base d'une diapo, je suis allé très vite, qui montre qu'il y a des phénomènes d'intégration virale et qu'on peut les diminuer grâce au traitement antiviral. L'étape d'après sera de pouvoir traiter tout porteur inactif qui a une charge virale détectable, même en dessous de 2000, et avec des transaminases normales. Mais ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais l'idée, c'est de dire, traitons déjà les patients en zone grise, et ensuite, on traitera ceux qui ont même une charge virale faible avec transa normale.
Merci, professeur Zoulim. Carmen, merci. Bonne Au revoir, journée, à bonne bientôt, journée. au revoir.